Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Cheville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Les 16 juin, journée enfant africain. Les 16 juin, mourir avec les enfants. Les 16 juin, jour des enfants. Les 16 juin, jour des enfants. Les 16 juin, jour de l'enfant africain. Les 16 juin, mourir avec les enfants. Les 16 juin, jour des enfants. Les 16 juin, jour des enfants. Ces enfants que vous venez d'entendre sont en train de répéter pour un événement très important, peut-être le plus important de l'année pour eux, puisqu'il s'agit de la journée mondiale de l'enfant africain. Et ces enfants que vous avez entendus sont à Bukavu, en République démocratique du Congo, tout à fait à l'est du pays, à la frontière du Rwanda et au bord du lac Kivu. Donc, chaque année, le 16 juin, a lieu cet événement qui est célébré dans toute l'Afrique, qui est la journée mondiale de l'enfant africain. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir un petit peu sur cet événement qui n'est pas tellement connu dans le reste du monde, mais qui, comme je l'ai dit, est très important pour les Africains, en particulier pour les jeunes. J'y ai moi-même participé de nombreuses années, que ce soit en République démocratique du Congo ou en Ouganda, et je crois même au Tchad. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler de cet événement et expliquer de quoi il s'agit exactement. La journée de l'enfant africain est une journée internationale organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 à l'initiative de ce qui s'appelait à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui est aujourd'hui connue sous le nom de Union africaine. Cet événement est organisé en souvenir des enfants noirs d'Afrique du Sud tués par la police du régime d'apartheid lors des émeutes à Soweto le 16 juin 1976. Je rappelle que Soweto est ce qu'on appelle là-bas un township, ce que parfois on traduit improprement en français par bidonville. C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt d'immenses quartiers populaires qui, en certains endroits, effectivement, ressemblent à des bidonvilles, mais c'est plutôt d'immenses banlieues populaires. En l'occurrence, Soweto, c'est une immense banlieue populaire noire, proche de la grande ville, de la plus grande ville du pays, Johannesburg. Les émeutes de Soweto regroupent une série de manifestations qui ont commencé le matin du 16 juin 1976. Et ces manifestations étaient menées par des élèves noirs de l'enseignement public secondaire d'Afrique du Sud, soutenus par le mouvement de la conscience noire. Le but de ces manifestations était de protester dans les rues de Soweto contre l'introduction de l'Afrikaans comme langue officielle d'enseignement à égalité avec l'anglais dans les écoles locales. Pour disperser la foule, la police tira à balles réelles, causant la mort d'au moins 23 écoliers et collégiens. On estime que 20 000 élèves ont participé à ces manifestations et qu'au total, entre 176 et 700 personnes, ça dépend des sources, ont été tuées. Alors tous, bien sûr, n'étaient pas des enfants. Comme je l'ai dit, on a la confirmation de 23 écoliers et collégiens tués durant ces manifestations. Du fait donc de la répression menée par les forces de police.
Depuis 1994, avec la fin du régime d'apartheid, le 16 juin est devenu un jour férié en Afrique du Sud en tant que fête de la jeunesse. Alors, une petite explication sur ce qu'est la langue afrikaans qui a causé ces émeutes, qui est donc l'objet de la colère des jeunes. C'est une langue dérivée du néerlandais. C'est la langue de ce qu'on appelle les Boers, ces Sud-Africains d'origine européenne, dont les ancêtres se sont établis au XVIIe siècle dans ce qui n'était pas encore l'Afrique du Sud. Le Parti national, issu de cette communauté, a été au XXe siècle l'expression politique du nationalisme afrikaner, Boer, nostalgique de l'indépendance des républiques Boer, indépendance qui avait pris fin avec les guerres anglo-boers à la fin du XIXe et début du XXe siècle. Après avoir gagné les élections générales sud-africaines de 1948, c'est le Parti national qui mit en place le système législatif connu sous le nom d'apartheid. Le mot apartheid, c'est un mot afrikaans. Donc ce système législatif présenté comme une solution pour régler les problèmes raciaux en Afrique du Sud et pour maintenir la prédominance de la population blanche minoritaire sur les autres groupes de population noirs, métis et indiens. Précisons tout de suite que tous les blancs d'Afrique du Sud ne sont pas des afrikaners. Il y a aussi une importante partie de cette communauté qui est d'origine, je dirais, britannique, ou du moins qui est venue depuis longtemps des pays anglo-saxons. Mais ils sont arrivés en Afrique du Sud après les afrikaners, et donc les afrikaners avaient un peu le sentiment que ce pays leur appartenait. Dans tous les pays d'Afrique, le 16 juin de chaque année est célébré en tant que journée mondiale de l'enfant africain. De nos jours, la situation des enfants est toujours préoccupante dans la plupart des pays du continent africain, même ceux qui ne sont pas touchés par les guerres ou par l'instabilité politique. Cette journée mondiale des enfants africains est donc l'occasion chaque année d'appeler les dirigeants à mettre en place des mesures fortes pour que tous les enfants africains puissent avoir accès à l'éducation, aux soins, à un niveau de vie décent et pour qu'ils soient pris en compte dans les décisions les concernant. À la fin des années 70 et durant les années 80, il était facile de faire l'unanimité en s'indignant contre le racisme institutionnalisé du régime sud-africain. Mais depuis la fin de l'apartheid, il semble beaucoup plus difficile de dénoncer les pratiques ignobles perpétrées dans la plupart des pays d'Afrique en ce qui concerne les enfants. Je vais en citer quelques-unes de ces pratiques. Le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats continuent, n'ont jamais cessé en fait, en Somalie, en Centrafrique, en Éthiopie, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et ailleurs. Dans ces pays, ainsi qu'au nord-est du Nigeria et au Sahel, des groupes djihadistes terroristes kidnappent des centaines d'enfants et les maintiennent en captivité pour les endoctriner et en faire des combattants ou des tueurs, quand ils ne les envoient pas tout simplement se faire exploser dans les marchés, comme on l'a vu au nord du Cameroun. En Éthiopie, c'est un Premier ministre pourtant lauréat du prix Nobel de la paix qui a pris la funeste décision de réprimer dans le sang une province indocile de son pays, le Tigré, causant la mort de nombreux enfants et le recrutement d'autres, tant dans l'armée que dans la rébellion, et faisant de très nombreux orphelins du fait de massacres indiscriminés visant les populations civiles. D'autres de ces enfants ont été jetés sur les routes de l'Exode et se retrouvent entassés dans des camps de réfugiés au Soudan. Des enfants sont quotidiennement accusés d'être des sorciers
par des pasteurs autoproclamés dans les banlieues pauvres des grandes villes de République démocratique du Congo ou d'Angola, entre autres. Ces enfants injustement accusés sont torturés et souvent tués lors d'épouvantables séances d'exorcisme et les survivants sont jetés à la rue par leurs familles. Dans toutes les grandes métropoles africaines, grandes et moins grandes d'ailleurs, les enfants de la rue sont légion. Ils survivent dans l'insécurité et la sous-alimentation et sont les proies faciles des bandes qui les utilisent pour leurs trafics illégaux ou pour commettre leurs forfaits. Au Burundi et en Tanzanie, des enfants albinos continuent à être tués et mutilés à la demande de sorciers qui s'enrichissent grâce à la crédulité d'adultes sans scrupules. D'autres sont discriminés du fait de leur aspect différent et de ce fait, ils sont souvent privés d'éducation et de soins. En Égypte, au Soudan, au Tchad, en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie, au Niger, au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Guinée et ailleurs, des fillettes continuent à être excisées au nom de pratiques dites religieuses millénaires qui n'ont en fait aucune base religieuse. Dans tous les pays sahéliens, des marabouts sans vergogne ouvrent des écoles coraniques et envoient les enfants dont ils ont la charge mendier dans les rues au lieu de les éduquer, et ils les battent s'ils ne ramènent pas suffisamment d'argent avant de les enchaîner la nuit pour qu'ils ne s'enfuient pas. En République démocratique du Congo, des milliers d'enfants risquent leur vie dans des mines illégales pour ramener quelques grammes d'or, de coltan ou de cassitérite. Ces minerais sont ensuite exportés illégalement via le Rwanda, enrichissant au passage les intermédiaires. Le coltan est en grande demande, car il est utilisé par les grandes compagnies européennes, nord-américaines et chinoises pour fabriquer ce dont les Occidentaux et les Asiatiques consuméristes ont un besoin toujours plus grand, que ce soit des téléphones portables de nouvelle génération pour remplacer les précédents, comme il se doit, ou des ordinateurs toujours plus performants, toujours plus légers. Là aussi pour remplacer les précédents, qui fonctionnaient pourtant encore. Toujours en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, des filles continuent à subir des violences sexuelles en toute impunité. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, chirurgien et directeur de l'hôpital de Panzi, près de Bukavu, dénonce depuis des années les violences subies par les femmes et les filles congolaises depuis 1996, année du début de l'invasion et de l'occupation de cette partie du Congo par les troupes rwandaises et ougandaises. C'est cette présence militaire étrangère qui a suscité la création d'une multitude de groupes armés qui, non contents de recruter énormément d'enfants soldats, se sont en outre livrés, depuis leur création, à ces violences envers les femmes et les filles congolaises. Le docteur Mukwege réclame inlassablement la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour juger les auteurs de ces crimes commis dans son pays, que ce soit par les forces et groupes armés congolais, que par les troupes étrangères. À ce jour, son appel n'a toujours pas été entendu. Sur l'ensemble du continent, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école à cause du manque de moyens de leur famille pour payer les frais de scolarité ou l'uniforme obligatoire. Dans nombre de ces pays, la polygamie génère la pauvreté et les inégalités de traitement, de soins et d'éducation entre les enfants des différentes coépouses. Les grossesses et les mariages précoces font que, un peu partout en Afrique, les filles ont encore moins de chances que les garçons de mener leur scolarité à leur terme. Nombreux sont les enfants africains qui n'atteignent pas l'âge de 5 ans du fait de la malnutrition, du VIH-Sida
et d'autres maladies. Si des mesures de confinement ont été imposées dans plusieurs pays d'Afrique afin d'endiguer la pandémie du Covid-19, le VIH-Sida, lui, continue à se répandre et à faire des ravages. Des centaines de milliers d'enfants, souvent devenus orphelins, sont eux-mêmes séropositifs, ayant été infectés à la naissance par leur propre mère séropositive. N'est-il pas tristement ironique que ce soit l'Afrique du Sud, dont j'ai parlé au début de cette émission, qui détienne le taux de séropositivité le plus élevé du continent, à égalité avec le Lesotho et l'Eswatini, ex-Swaziland, voisins. Les enfants sud-africains d'aujourd'hui n'ont pas connu les injustices et la violence de l'apartheid, mais ils sont victimes du VIH-Sida, de la criminalité, dont l'Afrique du Sud détient l'un des taux les plus élevés au monde. Face à l'impossibilité de poursuivre leur scolarité, face à la misère, nombreux sont les enfants et les adolescents africains qui rêvent d'un ailleurs meilleur et qui finissent par tenter l'aventure. Pour ce qui est de ceux de l'Afrique de l'Ouest, proche de l'océan Atlantique, par s'embarquer sur des rafiaux pourris, et pour les autres qui se lancent dans la traversée du Sahara, devenant les proies très faciles d'ignobles réseaux de passeurs, véritables négriers des temps modernes, et qui ensuite, depuis les côtes libyennes, là aussi tentent de s'embarquer sur des rafiaux eux aussi pourris. Enfin, dans de nombreux pays d'Afrique, de nombreux enfants n'ont pas d'existence légale, tout simplement privés d'état civil, car ils n'ont jamais été enregistrés à la naissance, ou parfois parce qu'ils sont fils ou filles de personnes considérées, à tort ou à raison, comme étrangères. C'est particulièrement le cas dans les pays en guerre ou en proie à des troubles internes, religieux ou ethniques. Oui, il est bon, en ce 16 juin, de célébrer l'enfant africain et de se souvenir des jeunes victimes de l'apartheid. Et je m'associe de tout cœur à ces enfants que vous avez entendus en début d'émission et que vous allez à nouveau entendre. Je m'associe à leur enthousiasme pour préparer cette fête du 16 juin. Mais il conviendrait aussi de s'attaquer de front à tous les maux que je viens d'évoquer et à d'autres que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, afin que les enfants de ce continent aient le droit, comme tous les autres enfants du monde, à l'éducation, à la santé et surtout à un avenir digne dans leur propre pays. Je vous laisse en compagnie des enfants de Bukavu qui répètent pour célébrer avec enthousiasme la journée mondiale de l'enfant africain le 16 juin. Je parcours dans le monde, je vois des images qui me font pleurer.
Je voudrais construire un monde nouveau où la justice régnera en maître, où le respect des lois humaines sera au rendez-vous.